Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce module de formation en ligne Router Starter. Alors l'objectif de ce module, c'est de vous donner toutes les informations nécessaires et suffisantes à comprendre les tenants et aboutissants des routeurs XL, USG, VPN, ZyWall, ATP, et ainsi pouvoir accéder à nos modules de formation traditionnels en présentiel. Alors, le programme de cette formation, on va commencer par reparler justement de la gamme des routeurs XL. J'aurai l'occasion de vous présenter physiquement quelques produits afin de les différencier extérieurement. Et puis, on travaillera, nous, sur un USG 110. On réalisera sa première mise en service avec sa connexion WAN, sa connexion LAN, et le premier assistant de démarrage, l'enregistrement du produit, enfin tout ce qui permet justement d'initier la configuration à venir du produit. On évoquera ensemble le dashboard, à quoi sert-il, à quoi ressemble-t-il. On parlera également de tous les moyens dont on dispose pour accéder au produit, pour faire son administration. On en profitera pour évoquer la notion de firmware, les fichiers de configuration, et on abordera ensuite un chapitre lié à toute la configuration, lié autour d'une notion qui est l'objet, les objets des USG, entre autres. On parlera des USG, mais ce sera également valable pour les autres produits des autres gammes de routeurs XL. Et on terminera par un rapide chapitre sur la configuration de la date et de l'heure pour bien commencer, dans les meilleurs auspices, la configuration globale du produit ensuite. Allez, on va attaquer ce module. Alors pour commencer, un petit rappel sur la gamme des routeurs XL. Alors, il existe une gamme qui s'appelle VPN, composée des VPN 50 à 300. Aucune différence de fonction entre ces produits, seule différence externe sur le nombre de ports dont vous disposez et différence évidemment de performance entre les produits de la gamme. Donc ce sont des routeurs qui font du firewall et qui sont capables de monter des VPN site à site ou des VPN pour des nomades en SSL ou en IPsec par exemple. La gamme ZyWall, proprement dite, qui est un terme très générique, mais également le nom d'une gamme de produits, qui sont des routeurs, VPN, firewall, mais qui ont la possibilité, si on le souhaite, de se voir ajouter des licences pour leur permettre de protéger plus efficacement le réseau avec des licences, des fonctions UTM. Fonctions et licences UTM que l'on retrouve également sur l'ensemble de la gamme USG, qui, elle, en dispose naturellement, et en particulier si vous faites l'acquisition d'un produit en pack UTM, donc qui dispose dès le départ de l'ensemble des licences. Et cette gamme UTM, cette gamme USG, va de l'USG 40 avec son cousin le 40W jusqu'à l'USG 2200. Alors là, il y a extérieurement des différences physiques sur les produits, on les évoquera ensuite. Et puis, bien évidemment, plus on monte en gamme, plus le produit est performant, plus le produit est capable d'accueillir un nombre croissant d'utilisateurs. Et pour terminer, la gamme ATP. Ce sont des produits qui, à l'image des USG, proposent une protection efficace du réseau, sur des boîtiers qui sont routeur, firewall, VPN et des fonctions avancées de protection, encore plus avancées que la gamme des USG, avec des protections en temps réel, sans inertie, avec des fonctions liées au cloud et des fonctions de sandboxing. Je ne rentre pas plus dans le détail de la gamme, je sais que mes collègues chefs produits et avant-vente l'ont déjà fait, et vous saurez retrouver l'ensemble des différences fonctionnelles et techniques, physiques également, dans l'ensemble des datasheets que l'on vous met à disposition sur notre site web. Alors, pour parler un peu des différences physiques des produits, j'ai pris avec moi ici, juste à côté, quelques équipements. On va y jeter un œil. Donc, j'ai ramené un USG 20W, un USG 20W VPN ici. Alors, particularité de ce produit, en façade uniquement des voyants, les connectiques sont à l'arrière. Donc, à part le bouton reset et le port USB, en façade, vous n'avez que des petites LED qui vous indiquent l'état de fonctionnement du produit. À l'arrière, autre particularité, vous disposez d'un port WAN cuivre, sérigraphié comme tel ici, et d'un port WAN fibre, sérigraphié également SFP, donc P1, P2, qui sont deux ports WAN natifs et estampillés comme tel parce que ce ne sont pas des choses qui sont modifiables. Et puis ensuite, vous avez sur le reste du produit ici des ports spécifiquement réservés au LAN, également sérigraphiés comme tel, de P3 jusqu'à P6. Voilà.
Donc, produit, alors celui-ci a une particularité, c'est que c'est la version W, donc il est naturellement point d'accès Wi-Fi. Vous remarquerez les connecteurs pour les antennes ici, de manière à ce que le routeur sache diffuser en tant que point d'accès de manière convenable là où il a été physiquement positionné. USG 20 W VPN. Toujours dans la gamme des USG, je vous présente un autre membre de la famille, l'USG 60W. Alors, à partir de l'USG 40 et sur le reste de la gamme, les ports sont en façade. C'est le cas pour l'USG 60W. Particularité ici, WAN 1 ou WAN 2 sont les deux premiers ports. Ils ont été sérigraphiés comme tels. Donc, les deux premiers ports ici sont de WAN. Donc, comme c'était déjà le cas dès l'USG 20, vous avez également un produit qui est multi-WAN. Cette fois-ci, non plus fibre et cuivre, mais cuivre et cuivre. Donc, deux ports WAN sérigraphiés comme tels. Le reste des ports physiques, ici en façade, sont également sérigraphiés pour être des LAN, comme sur l'USG 20 que l'on a vu juste avant. À l'arrière, également les connectiques Wi-Fi pour mettre les antennes, puisque c'est également un produit qui est naturellement point d'accès, le port console et le connecteur d'alimentation. On travaillera aujourd'hui sur un produit qui est l'USG 110. Alors, je vais essayer de ne pas débrancher de câble en le manipulant. Voilà. Donc, l'USG 110 qui va être notre cobaye pour cette formation en ligne. Donc, l'USG 110 qui lui aussi dispose de ports P1, P2 cuivre ici. Je vous le montre ici. P1, P2 qui sont des ports cuivre. Et vous aurez noté à côté et avant l'ensemble des ports LAN, il y a un port OPT qui est le port P3. Alors qu'il y a une particularité, puisque vous voyez bien qu'il est sérigraphié différemment. Ce port OPT, comme son nom l'indique, est optionnel. Alors, son nom l'indique, il n'a rien d'optionnel, c'est juste que c'est vous qui allez pouvoir le configurer de A à Z, soit en tant qu'un port LAN, soit en tant qu'un port WAN. Donc, il a cette ambiguïté de genre. Et vous pouvez donc potentiellement, en plus des ports P1, P2 qui sont des WAN, avoir un troisième WAN sur les USG 110. Donc, vous aurez noté, quel que soit le produit, qui est en façade, vous avez des petites LED de fonctionnement, et en particulier les LED 6 et Power. Parfois, il y a une LED liée au Wi-Fi quand le produit l'est naturellement, mais les voyants Power et 6 sont en façade. Indication, plus c'est vert, plus c'est fixe, mieux c'est. Quand c'est en clignotement, c'est que c'est en cours de démarrage par exemple, ou en cours de mise à jour. Quand c'est rouge, c'est plutôt mauvais signe, le produit n'a pas réussi à démarrer, donc il est préconisé d'essayer de le redémarrer avant de contacter notre support. Autre produit de la famille, cette fois-ci plutôt vers le haut, pas tout à fait mais presque tout en haut, l'USG, lui il est un peu plus costaud, l'USG 1900, avec cette fois-ci un ensemble de ports gigabit en façade qui sont cette fois-ci non sérigraphiés. Ils ont juste une indication sur le numéro du port, P1 jusqu'à P8. Particularité de ces produits-là, à partir de l'USG 310 et jusque tout en haut de la gamme, les ports sont tous versatiles. C'est vous qui en choisissez le rôle en fonction de vos besoins, ou côté WAN, côté opérateur ou côté réseau local, avec des interfaces LAN. Voilà. Donc voilà quelques exemples de produits de la gamme USG. Je peux vous montrer également un produit de la gamme ATP qui reprend le même design que les USG avec cette façade de couleur rouge. Seul le nom ici va changer. Alors évidemment, il y a quelques particularités en termes de port également. Chaque produit a ses spécificités. Particularité de l'ATP 200 que je vous présente ici. Les ports gigabit ici sont sérigraphiés, WAN LAN, et puis du LAN sur la partie droite. Et puis vous avez également un port fibre, comme sur l'USG 20 VPN que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce port fibre est naturellement un accès opérateur. Ce qui veut donc dire que j'ai 1, 2, 3 WAN potentiels sur sur l'ATP 200. J'ai 3 WAN naturels. Okay. Alors, vous noterez que sur ces équipements, vous avez toujours 1 ou 2 ports USB. Alors, ces ports USB, on les réévoquera tout à l'heure, mais ils ont vocation à pouvoir accueillir des équipements spécifiques pour vous aider à améliorer le fonctionnement du produit. Alors, voilà l'USG 110 en détail, de manière à ce que je ne déplace pas le mien et que je ne débranche pas un câble par inadvertance. Donc, les voyants, on en a parlé. Le bouton Reset pour vous permettre de travailler avec votre
trombone préféré en cas de grosse bêtise sur l'équipement. Les ports USB, j'y reviens, qui permettent de deux choses. Premièrement, de connecter un périphérique de communication extérieure, style clé 3 ou 4G, ce qu'on appelle un dongle broadband. Évidemment, puisque c'est de l'USB, il faut que le produit soit compatible et que l'USG ou l'ATP dispose du pilote correspondant. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, sur ces ports USB, poser un périphérique de stockage, une clé ou un petit disque dur externe pour venir récupérer des logs, des traces de connexion, potentiellement des captures de trame également, puisque l'équipement, le routeur permet de capturer des trames pour mieux étudier ce qui se passe sur le réseau et comprendre ce qui se passe bien ou ce qui se passe mal avec un outil comme Wireshark. Sachant que les équipements sont des équipements qui n'ont pas vocation à stocker énormément de choses, à part leur firmware, leur configuration et quelques courtes captures de trame. Si les captures de trame sont plus conséquentes, mieux vaut les capturer au travers d'un périphérique de stockage que l'on positionnera en USB. Donc les ports gigabit en façade, à l'arrière le port console, le connecteur d'alimentation, et puis vous noterez également qu'il existe un slot noté CF card. Vous oubliez, vous faites comme s'il n'existait pas, il ne sert pas sur les USG en tout cas. Il a évidemment été enlevé des ATP. Alors le produit dispose d'une configuration réseau usine qui est la suivante. De base, vous avez les ports dits WAN qui sont configurés en client DHCP. Donc, vous avez juste à poser la box de l'opérateur si vous fournissez du DHCP. En Ethernet, naturellement, les ports WAN fonctionnent. Si c'est du PPP, il y a un tout petit peu de configuration à faire juste pour expliquer comment s'authentifier auprès de l'opérateur. Et puis, les ports LAN, eux, sont configurés de la manière suivante. Il a été défini que les ports P4, P5, P6 seraient groupés dans une seule et même interface appelée LAN 1 et dont l'adressage par défaut serait en 192.168.1.0/24. Et dans ce plan d'adressage, l'USG 110 lui-même a une adresse en 1.1 qui vous permettra donc d'y accéder pour l'administrer. Vous disposez également d'une interface DMZ qui est en 3.0/24, donc c'est un vrai réseau, une vraie DMZ à part entière avec son vrai et spécifique plan d'adressage en 3.0. Et il y a d'autres interfaces également existantes sur le produit, comme par exemple un LAN 2 qui a un plan d'adressage en 2.0/24, mais qui, en configuration usine, ne dispose pas de ports qui lui auront été affectés. À vous ensuite de répartir les ports en fonction de vos envies et vos besoins sur l'ensemble des interfaces dont dispose l'USG. Alors cette répartition se fait au travers d'un écran de configuration qu'on aura l'occasion de voir très rapidement tout à l'heure et qu'on verra plus en détail si j'ai la joie de vous avoir dans le cours présentiel sécurité 1, cours A, le premier cours de sécurité. Mais vous voyez que dans l'écran de configuration, on a la possibilité de changer cette répartition de ports physiques sur les différentes interfaces logiques. Ça, c'est par définition même l'objectif de ces interfaces logiques, c'est de grouper des ports physiques pour vous faire arriver dans un environnement global de commutation, comme sur un switch, P4, P5, P6. C'est comme si on avait mis un switch sur un port et qu'on pouvait retomber sur le même environnement réseau, que l'on soit connecté sur P4, P5 ou P6. C'est l'objectif du groupement de ces ports physiques sur des interfaces dites logiques. Alors, vous aurez noté également qu'il existe une troisième notion qui apparaît à l'écran, la notion de zone. Les zones, ce sont des regroupements d'interfaces logiques. Exemple, on a une zone dite WAN qui regroupe les interfaces logiques WAN 1 et WAN 2. La mission des zones, l'objectif d'avoir mis en place des zones, ça n'est que uniquement pour configurer et simplifier la configuration du firewall. Rien d'autre. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de se dire, si par exemple j'autorise mes utilisateurs à sortir par WAN 1 et je les autorise également potentiellement à sortir par WAN 2 en fonction des règles de répartition de charge et des autorisations, ça c'est autre chose. Mais si je les autorise à sortir soit par WAN 1, soit par WAN 2, potentiellement je ne vais pas faire deux règles, mais une seule, en les autorisant à sortir par une zone qui s'appelle tout simplement WAN. En simplifiant mon firewall, ça a plusieurs effets. Premièrement, c'est beaucoup plus simple à lire, donc plus simple à modifier, plus simple à corriger, plus simple à adapter. Mais surtout, le firewall n'en est que plus efficace puisqu'il a moins de règles dans son firewall, il a moins de règles à traiter, moins de règles à étudier, et donc il est plus performant. Plus vous groupez les informations, on en reparlera plus tard pour les objets, mais ici on a groupé des interfaces pour améliorer également les performances
du produit. Alors, il existe également une zone qu'on a appelée LAN 1, qui n'a pas en configuration usine, pas d'autre vocation qu'à grouper une seule interface qui s'appelle LAN 1. Alors, la confusion vient du fait que la zone et l'interface ont le même nom. On a pour habitude de nommer les interfaces avec un nom défini en minuscule, alors que les noms de zones sont en général écrits en majuscule. Mais c'est une simple commodité d'usage. Vous êtes libre de les appeler comme vous le souhaitez. L'idée, c'est de pouvoir s'y retrouver et c'est pour ça que l'on a fait cette différenciation entre les majuscules pour les zones et les minuscules pour les interfaces. Alors, pour accéder à la mise en service et à la première mise en service de notre produit, qui, on va l'imaginer, ce n'est pas tout à fait le cas, mais on va l'imaginer, sort de sa boîte et qui a donc besoin d'être configuré de A à Z, eh bien, vous disposez de 4 moyens. Un premier moyen qui est à privilégier, qui est l'interface web, au travers de votre navigateur. Et puis 3 voies qui vont permettre d'administrer également l'équipement, des moyens au travers de lignes de commande, que ce soit en telnet, en SSH, donc qui sont des protocoles réseau. Le telnet par défaut est désactivé, le SSH lui est activé depuis le réseau local. Et puis vous disposez également d'un moyen au travers de lignes de commande qui nécessite que vous connectiez un câble console en 115 200 baux avec un outil de prise en main au travers d'un terminal, donc le terminal de Microsoft, PuTTY, TerraTerm, ce que vous voulez, et qui permet d'accéder également au produit de manière privilégiée. Bon, il faut physiquement être devant le boîtier pour pouvoir s'y connecter ainsi, à travers le port console qui est à l'arrière de l'équipement. Mais que vous choisissiez l'un de ces 3 modes en ligne de commande, les commandes à taper sont exactement les mêmes. Commandes que vous retrouverez d'ailleurs, entre parenthèses, dans un document qui s'appelle le CLI Reference Guide, qui est disponible au téléchargement sur notre site FTP ou sur notre site web de manière encore plus simple. Donc nous travaillerons, nous ici, sur le mode interface graphique au travers d'un navigateur. Alors, je vais me connecter à l'USG. Donc, j'ouvre mon navigateur, je tape. Je me suis connecté sur le port P4. Hein, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand je vous ai montré mon USG 110 allumé avec lequel j'allais manipuler, puisque je rappelle que P1, c'est le WAN 1, P2, c'est le WAN 2, P3, sur un USG 110, c'est le port OPT, et P4 est le premier port physique me permettant d'arriver dans l'interface LAN 1, qui est un environnement réseau dans lequel je peux administrer mon produit. J'arrive sur l'interface d'administration au travers de l'IP usine du boîtier, puisqu'il est en configuration usine, en 192.168.1.1. Alors, chose que vous n'avez pas vue ici à l'écran, c'est qu'avant de pouvoir afficher cet écran d'authentification, je suis passé par une alerte de mon navigateur qui m'a indiqué que le certificat en cours n'est pas valide et c'est totalement normal, pas d'inquiétude à avoir, puisqu'on ne peut pas disposer d'un certificat SSL valide pour une IP locale. Ça n'a pas de sens. On dispose d'un certificat SSL valide pour un nom public, par exemple, ou un nom local, mais peu importe, mais en tout cas un nom, un FQDN, monrouteur.monentreprise.com. Pour une IP locale, pas de certificat possible, en tout cas pas de certificat valide. Il est donc naturellement auto-signé et va donc forcément faire crier mon navigateur lorsque je vais y accéder. Donc pas d'inquiétude, j'ai juste besoin de contourner l'alerte que mon navigateur va m'afficher pour l'administration de mon routeur au travers de son IP local par le biais de mon navigateur. Donc en configuration usine, le login admin, le mot de passe 1234, ce qui est évidemment totalement non sécurisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'une fois connecté avec ces identifiants usine, le routeur m'impose un changement de mot de passe, ce que je vais faire bien volontiers avant d'avoir l'obligation de me réauthentifier avec ces nouvelles informations d'authentification. Alors, autre chose que vous ne verrez pas, mais que je vais quand même vous montrer sous forme de capture d'écran, c'est que dès que je vais avoir validé, normalement, comme c'est le premier démarrage d'un produit qui sort de sa boîte, je vais devoir passer par l'assistant, le premier assistant d'installation. Alors, je triche un peu, l'équipement que j'ai sur ma table a déjà été configuré, donc il est déjà passé par l'assistant d'installation. C'est pour ça qu'en validant, moi, je ne vais pas le voir. Je vais arriver directement sur le dashboard, mais je me suis permis de vous faire quelques captures d'écran que je vais vous montrer ici. Alors, les captures d'écran que je vais vous montrer ont été réalisées sur un équipement qui est un ATP. Vous auriez le même type de capture d'écran sur un USG, donc pas de différence notable en tout cas. En tout cas, rien qui justifie qu'on fasse des captures d'écran et pour l'USG et pour l'ATP. C'est le même type d'assistant qui s'affiche pour l'une ou pour l'autre de ces deux gammes. Donc l'assistant a vocation
à effectuer, à vous aider dans cette première mise en service. Et la première chose que va vous demander l'assistant, c'est ce que vous voyez ici en haut à gauche, c'est de vous aider à configurer le WAN, la partie WAN. Si évidemment vous avez un WAN qui n'est pas de l'Ethernet avec du DHCP, ce qui est quand même la voie royale et là où il n'y a absolument rien à faire, potentiellement, ce n'est pas de l'Ethernet, mais c'est du PPP. Potentiellement, il y a une IP fixe à spécifier et l'assistant vous aide à rentrer ces informations initiales de manière à ce que le boîtier puisse ensuite accéder directement au web. Web dont vous pouvez contrôler la connexion grâce à un bouton qui s'affichera ensuite. Si le test est pertinent et valide, vous pourrez passer à l'étape suivante. Nombre d'étapes d'ailleurs qui peut varier d'un produit à l'autre en fonction de s'il est ou non Wi-Fi, en fonction de son placement dans la gamme. Vous aurez plus ou moins de fonctionnalités dans cet assistant. Donc, ne vous inquiétez pas non plus, l'assistant s'adaptera au produit que vous êtes en train de manipuler et saura vous montrer les étapes relatives à ce produit. Donc, la troisième étape indispensable, c'est la mise à jour du produit pour que vous puissiez ensuite continuer, du moins commencer à configurer votre produit avec un équipement qui a été, en termes de firmware, complètement mis à jour. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, le produit va se permettre d'aller chercher automatiquement le dernier firmware disponible sur le web et va le mettre à jour et va redémarrer. Vous aurez ensuite l'assistant d'installation pour la configuration du produit. Donc, vous ne démarrerez un produit qu'après l'avoir configuré pour être accessible, pour qu'il puisse accéder au net et qu'il télécharge son firmware. Attention, qui dit mise à jour de firmware, j'en reparlerai plus tard des firmware, dit vidage du cache de votre navigateur. Donc, n'hésitez pas à vider le cache de votre navigateur au moment du redémarrage du produit avant de retenter l'accès à l'interface d'administration web pour éviter tout problème justement de morceaux de page qui auraient été mis en cache et dont les appels pourraient être un petit peu hasardeux. Donc, moi, j'ai pris le réflexe de manipuler mon produit toujours en mode de navigation privée, ce qui fait que comme j'ai aucune mémoire, j'oublie tout le temps de le faire, le vidage du cache du navigateur. Donc, il me suffit simplement de réouvrir un nouvel onglet de navigateur et évidemment fermer le précédent pour que le cache ne soit absolument pas conservé. Donc, quand vous avez fait votre première partie de l'assistant, vous allez pouvoir vous reconnecter sur le produit et suivre ensuite un certain nombre d'étapes. Après avoir connecté le produit au WAN, vous êtes occupé de la mise à l'heure et la mise à la bonne date du produit. Normalement, ça se fait automatiquement, mais je le réévoquerai en fin de formation. On peut le faire à la main si on le souhaite. L'étape suivante indispensable, c'est l'enregistrement de l'équipement. Alors, pourquoi l'enregistrement est indispensable? D'abord parce que si vous avez des licences, elles ne seront fonctionnelles que si et seulement si le produit est enregistré. Mais ensuite, il y a tout un tas de fonctions qui sont étroitement liées à l'enregistrement du produit. La mise à jour de l'équipement en termes de firmware ne fonctionne que si il est enregistré et déclaré sur notre portail MySXL. La mise à l'heure du produit également nécessite cet enregistrement auprès de nos services. Le fait de pouvoir récupérer les drivers de clés 3 et 4G supportés par le produit, c'est également des fonctions qui sont liées à l'enregistrement sur le portail MySXL. L'enregistrement est simpliste au possible puisqu'il y a un seul bouton à appuyer, le bouton Register, qui va s'occuper automatiquement de vous ouvrir une page web et tout sera fait automatiquement. Le produit sera enregistré et les licences seront directement activées. Donc, vous pourrez tout de suite bénéficier de l'ensemble des services de l'équipement ensuite. Alors, si, pour une raison ou pour une autre, l'enregistrement ne pouvait pas être fait, sachez que bien sûr, c'est des choses que vous pouvez faire en parallèle directement sur le portail MySXL. Vous pouvez naturellement déclarer vous-même, peut-être avant même d'avoir démarré électriquement le boîtier, démarrer l'enregistrement du produit sur le portail MySXL pour en permettre ensuite directement, sans passer par cette étape pendant l'assistant, et bénéficier tout de suite des licences. Donc, quand le produit a ainsi été enregistré, vous allez ensuite pouvoir commencer sa configuration et par exemple, décider quels sont les services que vous voulez réellement ou non utiliser. Sans même aller dans l'interface de configuration, vous allez pouvoir tout de suite bénéficier de toutes les fonctions liées à telle ou telle protection sur les boîtiers ATP. Le filtrage antivirus, le filtrage anti-spam, le filtrage web. Bref, tout ça va être directement démarré sur l'équipement, ne serait-ce qu'en ayant traversé cet assistant initial d'installation. Vous allez pouvoir choisir également si vous souhaitez que le produit soit accessible de l'extérieur. De base, il ne l'est pas, la case n'est pas cochée, et vous pouvez choisir qu'il le soit pour que son administration soit possible de l'extérieur en HTTPS, et c'est par le biais également de cette connexion HTTPS que vous allez pouvoir accéder au boîtier au travers du VPN SSL.
Puisque l'ensemble de ces équipements sont des contrôleurs Wi-Fi, vous allez décider également si vous voulez que cette fonction soit active dès le départ. C'est une case à cocher également. Et vous allez pouvoir donc naturellement activer la fonction de contrôle Wi-Fi avant de pouvoir déclarer les bornes et déclarer la manière dont va être diffusé tel ou tel environnement Wi-Fi accessible pour les utilisateurs sans fil. Donc l'assistant d'installation ayant été traversé avec succès, on va ensuite pouvoir commencer à manipuler le produit et à parcourir ses interfaces web. Donc, quand vous avez parcouru l'assistant d'installation, vous arrivez ensuite sur un environnement qui est le dashboard. Alors, le dashboard a plusieurs missions. D'abord, il est très largement informatif. Il dispose d'un certain nombre de widgets qui vous montrent de l'information quant à l'état du produit, sa santé, son fonctionnement. Par exemple, il y a un widget tout en haut qui est très graphique, qui vous montrera physiquement comment sont occupés les ports physiques en façade, voire même comment sont occupés les équipements, les connectiques à l'arrière, le port console par exemple. Y a-t-il quelqu'un connecté en port console? Donc je sais ainsi physiquement ce qu'il y a de connecté dessus, et puis même logiquement, je peux voir ce qu'il se cache derrière le port P4. Il suffit pour ça d'afficher l'infobulle liée au port P4, et je vois ici que le port P4 correspond au LAN 1 et que le LAN 1 a pour adressage le 192.168.1.1. Donc voilà pour ce premier widget du dashboard. Autre widget, des informations liées au périphérique lui-même, le modèle, le numéro de série, les adresses MAC dont il dispose, la version de firmware actuelle de fonctionnement du produit. Alors je ne clique pas dessus puisque ça me renverrait vers un autre écran de configuration et on y viendra juste après. Mais je peux tout de suite voir si le produit est à jour. S'il ne l'est pas, j'ai un nuage qui va s'afficher, qui représente la fonction Cloud Helper et qui m'indique simplement vous disposez, si vous le souhaitez, d'un firmware plus à jour. Il suffit de cliquer dessus et j'arrive sur l'écran de configuration de mon produit pour venir mettre à jour ce firmware. J'ai également un pavé lié au statut du système. Depuis quand est-il démarré? Quelle est la date actuelle vue de l'équipement? Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas cliquer, sinon j'arrive directement sur les écrans de configuration. Je vais un peu vite. Le nombre de VPN monté, la table DHCP, ce qui sera très pratique si vous voulez voir quels sont les beaux DHCP qui ont été distribués. Et puis, on aura l'occasion d'en parler si j'ai la joie de vous voir encore au présentiel. Mais c'est également par là que l'on va faire des réservations DHCP statiques. Le nombre de personnes connectées actuellement, qui est connecté en admin pour l'administration, en VPN SSL, authentifié sur le boîtier à travers un portail captif quelconque. L'usage des ressources du système en termes de CPU, en termes de mémoire. Chose très importante, les sessions actives. Un indicateur très important pour connaître la charge en tant que routeur du produit. Est-ce que je dispose d'équipements connectés sur les ports USB? De quel équipement s'agit-il? Est-ce que ce sont des clés 4G? Est-ce que c'est un périphérique de stockage? Un pavé très important d'ailleurs que j'ai moi l'occasion souvent de mettre tout en haut de mon interface, qui est l'état des interfaces. Je parlais du déplacement de ce widget dans le dashboard et qui va me montrer justement l'état des interfaces logiques de mon produit. Est-ce qu'il est correctement configuré? Est-ce qu'il est configuré comme je m'attendais à ce qu'il soit en me connectant sur le dashboard, côté WAN, côté LAN? Et puis ensuite, tout un tas de pavés, de widgets liés aux fonctions de protection avancée du réseau. Là, je suis sur un USG, donc c'est des fonctions UTM, avec des stats, du reporting, pour voir un petit peu si le produit travaille comme il est censé travailler. Donc voilà pour le dashboard, essentiellement informatif avec quelques petits points de configuration et entre autres pour la partie beau DHCP, mais un environnement essentiellement informatif. Alors on va évoquer maintenant la notion de firmware. Donc pour ça, je vais venir cliquer ici sur la version de firmware, ce qui va m'amener directement dans le 4e onglet ici, qui est l'onglet de maintenance, directement dans l'arborescence sur le menu File Manager et dans l'onglet de Firmware Management ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici dans mon environnement de configuration de mes firmware? D'abord, première remarque, je dispose sur mon USG de 2 partitions. Partition 1, partition 2. Sur ces 2 partitions, l'une est en fonctionnement, l'autre est endormie. L'une est en running, l'autre est en stand-by. Ce n'est pas toujours la 1 en running, la 2 en stand-by. C'est un hasard ici. Mais je dispose, si je le souhaite, de 2 environnements de configuration avec 2 firmware soit équivalents, soit différents dans chacune de ces partitions.
Et chacune de ces partitions est indépendante. Chacune de ces partitions dispose de son propre environnement de travail, avec ses propres fichiers de configuration, ses propres définitions. Je peux ainsi avoir 2 environnements de travail différents pour faire des tests. Et c'est d'ailleurs ce qui me permet de m'assurer que le produit finira toujours par démarrer, parce que si jamais j'ai un problème dans la mise à jour de mon firmware sur l'une de ces 2 partitions et que le produit n'arrive pas à démarrer correctement, il essaiera de démarrer sur l'autre partition. Et donc, je pourrais retomber sur mes pieds, avoir un environnement qui est viable et potentiellement refaire cette manipulation de mise à jour du firmware. Donc, chaque partition est indépendante. Si je mettais à jour ici la partition standby avec une 435 hypothétiquement disponible, cette partition deviendrait la partition running, elle endormirait la première partition, et je commencerai à travailler avec un environnement qui serait ni plus ni moins que la copie de ce que j'ai actuellement en termes de configuration, mais qui aurait été adapté à ce nouveau firmware qui est le firmware 435. Donc si je me mets à vouloir travailler maintenant sur la partition numéro 2, le produit en redémarrant me donnera un environnement qui est totalement identique à celui que j'ai actuellement sur ma partition 1, avec une configuration qui aura été adaptée pour devenir compatible avec la 435. Et ce qu'il y avait avant dans la partition 1 qui était en running et qui est devenue la standby, c'est totalement endormi. Si je la réveille, elle se réveillera avec l'environnement et la configuration qu'elle avait au moment où je l'ai endormie. Et c'est le fait de mettre à jour une partition qui fait qu'elle s'active, elle devient running, en me donnant la main avec un environnement qui est identique à ce que j'avais avant de faire cette mise à jour. Alors pour réveiller une partition, c'est simple, hein. Soit je la mets à jour, et on va me demander si je veux rebooter, donc ce qui va pouvoir pour effet de me faire démarrer sur cette nouvelle partition running, soit je la sélectionne et je choisis de rebooter dessus. Auquel cas, il n'y a pas de modification en termes de firmware, il n'y a pas de modification en termes de configuration. Je vais juste redémarrer une partition dans l'état qui était le sien au moment où je l'ai endormi. Alors pour faire cette mise à jour, j'ai plusieurs solutions. Premièrement, je peux me faire aider par le Cloud Helper, qui est le petit nuage ici. Il suffit que je clique dessus et je vais obtenir une information me laissant entendre qu'une mise à jour va être faite avec un nouveau firmware. Ce nouveau firmware, je vais pouvoir savoir ce qu'il fait en plus, en moins, grâce à la release note qui va être affichée. Hein. Il faut que je valide que j'ai bien lu la release note avant de faire la mise à jour, ce qui est très important. Ou alors, je choisis de faire une mise à jour locale. Pour ça, évidemment, il faut que je dispose du firmware en local. Et le seul moyen aujourd'hui dont je dispose pour aller chercher les firmwares, c'est de me rendre sur le portail MySXL, puisque c'est au travers de ce portail que vous allez pouvoir télécharger les firmwares manuellement. On ne le fait plus par le site FTP. Donc, on va passer par le portail MySXL. Le portail va voir avec quelle version de firmware le produit se présente à lui régulièrement et il saura ainsi me dire que tel ou tel équipement est à jour ou ne l'est pas, au contraire. Et s'il ne l'est pas, je pourrais télécharger le firmware le plus à jour. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Par exemple, si je me connecte sur le portail, ici, j'ai tout un tas d'équipements qui ont été déclarés. Et par exemple, si je prends un équipement, celui-ci, je vais pouvoir, j'ai dû en être déconnecté, donc je vais me reconnecter sur mon portail. Ah non, c'est bon. Je vais me retrouver en page 6. Tac. Et je vais pouvoir ici, voilà. Donc, il a compris que mon équipement n'était pas à jour. Il me propose un bouton pour télécharger le dernier firmware. Et il me demande quelle est la version de firmware que je veux télécharger. Je suis en 4.31 actuellement. Est-ce que je souhaite télécharger la 4.33 ou est-ce que je veux directement venir, ou de manière intermédiaire, pardon, venir prendre un firmware plus ancien. Donc, entre la 4.31 et la 4.33, il y a eu la 4.32. Est-ce que c'est ce firmware-là que je veux télécharger? Donc, je choisis ainsi le firmware que je veux récupérer pour mon équipement. Donc, une fois que j'ai téléchargé mon firmware, je vais obtenir en réalité une archive. De cette archive, je vais venir chercher, dans cette archive, je vais venir chercher le binaire, le point bin, qui est le firmware proprement dit. Alors, c'est très simple à repérer parce que c'est souvent le plus gros. Alors, ce n'est pas le seul fichier que vous trouverez dans l'archive. Vous trouverez entre autres un fichier qui a le même nom que le binaire, mais avec une extension PDF, qui est la release note, qui est l'autre élément important, qui est absolument indispensable de lire. Et puis des fichiers plus internes, des fichiers de recovery. Si vraiment le produit ne démarre pas après la mise à jour, on peut, si on le souhaite, au travers du port console, lui réinjecter des binaires de recovery. Donc là, il y a des procédures qui sont disponibles sur notre site qui vous expliquent comment faire, et ce qui évite parfois le passage par la case RMA, si la mise à jour se passait mal. Même évidemment, sachant que vous pouvez
passer par le fait qu'il existe une autre partition avec un autre firmware pour malgré tout retomber sur l'accès à l'interface d'administration du produit pour refaire cette mise à jour qui aurait pu mal se passer par exemple. Et puis vous avez un fichier dont l'extension est .conf, qui est en fait le contenu en format texte de la configuration usine de ce firmware. Donc c'est ce qui va être injecté au produit si jamais vous le resettez. Dans la version actuelle, c'est bien ce fichier-là qui sera réinjecté dans l'équipement. Alors pour évoquer avec vous les fichiers de configuration, je vais retourner sur mon interface. Les fichiers de configuration se gèrent dans l'onglet qui est juste à côté, Configuration File. Alors, ces fichiers de configuration, vous en avez un certain nombre dans le tableau ici. Vous n'aurez d'un équipement à l'autre pas forcément toujours les mêmes fichiers de configuration, pour la simple et bonne raison que les fichiers de configuration que vous allez stocker ici, vous allez choisir de les stocker dans le produit vous-même, eh bien, ils vont résister au reset du produit. C'est d'ailleurs le cas, tout à l'heure, avant de commencer cette formation en ligne, j'ai reseté mon équipement pour être sûr de partir sur un équipement en configuration usine. Eh bien, malgré tout, malgré les resets du produit, vous voyez que je retombe sur un fichier de configuration ici, que j'ai stocké il y a un certain temps maintenant, et qui m'aide pour les formations, et qui est là malgré le reset du produit. Et c'est d'ailleurs très pratique, parce que si jamais, par inadvertance, je fais une mauvaise manipulation et que je suis dans l'obligation de resetter l'équipement, bien si j'ai pris soin en local de stocker la bonne configuration de mon produit, il me suffit de la sélectionner, de cliquer sur Apply, de choisir la bonne option et de permettre ainsi à mon produit de retomber sur la configuration que j'ai sélectionnée ici. Donc c'est ainsi très simple de retomber sur une configuration que j'aurais stockée en interne dans le produit, même si le produit a été reseté depuis. Alors, malgré tout ce que vous ayez pu faire, vous allez disposer toujours à minima de 3 fichiers de configuration sur l'équipement, qui sont le System Default, le Last Good et le Startup Config. Donc c'est ce que je vous ai mis dans le support de cours ici. System Default, Last Good et Startup Config. Alors ces 3 fichiers de conf représentent les choses suivantes. System Default, c'est la conf usine du produit dans la version de firmware actuelle. Donc si je suis en 4.32, c'est la conf usine de la 4.32, tout bêtement. Et c'est exactement ce fichier de configuration-là qu'il va s'injecter si j'utilise mon trombone favori pour resetter l'équipement. Le Last Good. Alors, Last Good signifie Last Good Startup. C'est l'état du produit au dernier bon démarrage. La dernière fois que le produit a démarré, avant de vous donner la main sur l'un des moyens que l'on a déjà évoqués ensemble, avant de vous donner la main en web ou en ligne de commande, l'équipement sauvegarde sa configuration dans un fichier qui s'appelle lastgood.conf. Donc, ce Last Good est créé à chaque démarrage du produit. Alors pourquoi? Simplement pour vous permettre d'être capable de retomber sur la configuration du produit au dernier démarrage et donc écarter toutes les mauvaises manipulations que vous auriez pu faire depuis. Attention, toutes vos manipulations faites depuis le dernier démarrage ne sont pas dedans et volontairement. Hein, ça, c'est l'objectif de ce lastgood.conf. Donc si je prends le lastgood.conf ici, il a été créé au moment du dernier redémarrage de mon produit. Donc le 1er août 2019 à 14h26. Donc ce qui correspond exactement au reset de mon équipement tout à l'heure. Pour terminer, le Startup Config représente ni plus ni moins que la conf en temps réel, la conf actuelle de mon produit. Toutes les manipulations que je vais pouvoir faire, que ce soit en ligne de commande ou en interface graphique, sont instantanément stockées dans le Startup Config. Donc c'est ce fichier de configuration-là qu'il faut que je récupère. Quand j'ai fini la configuration de mon produit, avant de partir, je sauvegarde mon Startup Config en local sur mon PC. Et c'est ce fichier de configuration qui va contenir tout ce que j'ai pu faire en termes de règles, de firewall, de routage, les objets, les VPN, etc. sont dans le Startup Config. Alors, quel que soit le fichier que vous allez vouloir sauvegarder ici, prenons le Startup Config par exemple, vous allez pouvoir soit en faire des copies en local, avec évidemment un autre nom que le nom d'origine, et donc c'est ce qui va rester ad vitam aeternam avant que je le supprime à la main dans la mémoire de mon produit, ou alors le télécharger pour le récupérer en local sur mon PC. En local, sur mon PC, ce fichier de conf est totalement exploitable puisque je vais pouvoir, si je le souhaite, l'ouvrir avec un éditeur de texte et ainsi me rendre compte qu'à l'intérieur, c'est bien du texte et c'est un ensemble de lignes de commande. Lignes de commande qui sont spécifiquement faites, écrites pour un modèle de produit et une version de firmware. Donc, pas question d'injecter cette configuration, quelle qu'elle soit, dans un produit d'un autre modèle ou dans un même modèle mais avec une autre version de firmware. Trop risqué.
potentiellement, des lignes de commande n'existent plus sur des nouvelles versions de firmware, ou potentiellement des lignes de commande sont nouvelles sur un nouveau firmware. Donc, il est absolument déconseillé d'injecter ce fichier de conf sur autre chose qu'un USG 110 en version 4.33, au risque d'avoir un équipement qui serait non fonctionnel. Alors d'ailleurs, ce fichier de configuration ici, je peux m'en inspirer si j'ai besoin de taper des lignes de commande parce que j'estime que c'est plus rapide, plus pratique ou de faire des scripts. Je peux m'inspirer des lignes de commande qui sont dans ce fichier de conf pour savoir comment est-ce que l'on crée une règle, comment on crée un objet, comment on crée un utilisateur, comment on crée un VPN. C'est un bon moyen en tout cas de venir apprendre comment créer des lignes de commande. Alors, on va évoquer maintenant un chapitre lié à un élément qui est primordial sur les équipements, USG, ATP, ZiWall, etc., qui est la notion d'objet, le principe de configuration au travers de la conception des objets. L'idée est de pouvoir réunir des objets entre eux lorsque l'on va faire des règles. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des objets? Simplement parce qu'il est 1000 fois plus simple de se souvenir de la valeur d'un objet, il est 1000 fois de... Pourquoi est-ce que l'on crée des objets? Il est 1000 fois plus simple de se souvenir du nom d'un objet que de sa valeur. Si jamais dans une liste déroulante quelconque, je vois tout un ensemble de PC, PC de l'utilisateur 1, PC de l'utilisateur 2, etc., je vais beaucoup plus facilement savoir y faire référence qu'en essayant de me souvenir que le PC de l'utilisateur 1 a comme adresse IP 172, 28, 31, 14. Je m'en souviens vaguement dans les quelques secondes qui vont suivre. Je peux vous assurer que dans les quelques minutes ou les quelques heures qui viennent, j'aurai bien évidemment et heureusement oublié l'adresse en question. Donc, on va plus facilement se souvenir du nom que de la valeur d'un objet. Autre avantage de l'objet, il est dynamique. C'est-à-dire que si je change la valeur de l'objet, je change les règles qui font appel à l'objet. C'est très pratique. Le même PC qui apparaît dans 15 règles, si son IP change, je change l'IP de l'objet et automatiquement les 15 règles vont en hériter. Autre avantage, je vais pouvoir grouper mes objets. Et on l'a évoqué tout à l'heure pour les zones qui vont grouper des interfaces. Dès lors que je groupe des objets, je vais instantanément diminuer le nombre de règles. Puisque si par exemple une même règle s'applique à 10 PC, plutôt que de créer 10 règles faisant appel à 10 objets, je vais créer un groupe réunissant les 10 objets et je vais créer une et une seule règle. De manière à ce que le firewall, les règles de routage et toutes les autres règles et toutes les autres configurations que je vais faire dans mon produit soient les plus légères, les plus simples et les plus efficaces possibles. Moins j'ai de règles, moins mon produit a besoin de travailler, plus il est performant. On a vu des produits redevenir performants, en tout cas gagner énormément en performance, simplement en groupant les objets, en groupant les règles et en étant pragmatique sur la définition de la configuration de mon produit. Alors, des objets, il y en a de tout type. On va pouvoir trouver des objets de type adresse, par exemple, pour cibler l'adresse d'une machine, d'un PC, un groupe de machines, des ranges, des intervalles d'adresse IP, des réseaux complets. On va pouvoir créer des utilisateurs, on va pouvoir créer des serveurs d'authentification. Les certificats SSL sont des objets également auxquels je vais pouvoir faire référence dans les règles qui font appel à cette notion de certificat SSL. Des planifications, des moments de la journée. Si je veux qu'une règle s'applique le matin, dans mon USG, dans mon ATP, quel que soit le type de règle, je pourrais faire en sorte qu'elle s'applique uniquement le matin, sans avoir à redéfinir 2, 3, 4, 5 ou 10 fois ce que veut dire le matin dans mon entreprise. Donc, je vais ainsi pouvoir créer des objets dans mon équipement. Alors, on va regarder ça ensemble. Dans mon USG, pour créer des objets, je vais aller dans le troisième onglet à gauche, l'onglet de configuration, et je vais pouvoir, ici, dans le menu Objets, venir créer tout un tas d'objets différents. Vous voyez qu'il y en a plein. Les zones sont des objets, les utilisateurs, les profils de points d'accès dont j'aurai besoin si je veux que mon équipement soit contrôleur Wi-Fi, les adresses, etc. Donc, par exemple, pour créer des utilisateurs, j'ai besoin que les gens s'authentifient. Pour l'accès à un VPN ou un portail captif quelconque, par exemple, je vais devoir créer des objets de type utilisateur. Donc, je crée un nouvel utilisateur. Un utilisateur a un login qui est le nom, Stéphane, et un mot de passe, ici. Mon utilisateur est prêt. Je peux en créer un autre. J'en crée autant que j'en ai besoin. Et puis, si je le souhaite, parce que ces deux utilisateurs vont devoir avoir le même type de règles, le même type de droits, etc., plutôt que de doubler le nombre de règles,
je vais pouvoir créer un groupe d'utilisateurs dans lequel je vais venir rajouter, avec une sélection multiple, l'ensemble des utilisateurs concernés. C'est pas très lisible, voilà, ça l'est un peu plus. Okay. J'ai ainsi un nouvel objet, qui est un groupe d'objets, auquel je pourrais faire appel dans l'ensemble des règles de firewall. Si par exemple une règle de firewall s'applique à des utilisateurs, vous allez voir, je vais créer une règle de firewall sans rentrer dans le détail, c'est ce qu'on voit dans les cours en présentiel, mais ma règle de firewall ici va pouvoir faire référence soit à l'objet de type utilisateur simple, soit à un groupe d'utilisateurs. Donc la règle s'appliquera que je sois l'un ou l'autre des deux utilisateurs du groupe. Autre exemple, un objet de type adresse. Tac. Donc je vais pouvoir créer des objets de type adresse simple, host, une machine, des ranges, des intervalles de machines. Je sais par exemple que ma règle de firewall ou ma règle de routage fera référence à mes caméras vidéo. Mes caméras vidéo ont des adresses IP qui vont du 192.168.1.10 au 1.15. Eh bien, je vais dire que c'est le range des adresses en 1.10 jusqu'au 1.15. D'accord ? Ce sont mes caméras vidéo. Alors, ça peut également être un réseau complet. Je vais faire référence à un sous-réseau local. Je le note par le biais de l'adresse du réseau et le masque de sous-réseau. Et puis, évidemment, il y a d'autres objets de type adresse. Par exemple, récupérer automatiquement dans un objet l'adresse IP d'une interface. Récupérer automatiquement le subnet d'une interface. La gateway d'un WAN. Je veux faire référence à la gateway d'un WAN. Automatiquement, l'objet en question aura dynamiquement comme valeur la bonne information. J'ai des objets également de type géographie. Imaginez par exemple que vous vouliez limiter l'arrivée des mails lorsque le routeur SMTP qui vous les envoie est français. Eh bien, vous avez un objet de type France qui fera référence à toutes les adresses IP listées en France. Je peux également définir des objets de type adresse qui ont pour valeur des FQDN. Imaginez par exemple que vous vouliez n'autoriser ou faire du routage. Vous voulez qu'on accède aux différentes IP du site Twitter en passant par un WAN plutôt qu'un autre. Eh bien, le fait d'aller vers les sites de Twitter ou le site de Twitter, les IP en tout cas du site de Twitter, c'est un FQDN. C'est Twitter dont le FQDN serait www.twitter.com. Comme ça, quand je créerai ma règle de routage, si je crée une règle de routage ou n'importe quelle règle de firewall par exemple, il me suffira de dire quand la destination c'est Twitter. Voilà. Ça fait partie d'un des critères, d'un des paramètres de ma règle de routage. Donc des objets de type adresse, j'en ai plein. Et des objets tout court, j'en ai plein également. Imaginez par exemple que vous souhaitiez rendre accessible votre serveur FTP qui n'écoute pas sur le port TCP/21. Même si évidemment il y a déjà tout un tas de services qui ont été pré-créés pour vous aider, hein, le service FTP qui est là, hein, 2021. Mais vous, votre service FTP, il écoute sur le port 10.021, 1021, non pas 1021, 10.021, pardon. Eh bien, je crée un FTP alternatif dont la valeur serait 10.021. Le même port de début et de fin, puisque c'est un port unique par exemple, ou le port 10.020 jusqu'à 10.021, si j'ai besoin des deux ports pour que mon FTP fonctionne, de manière à ce que dans ma règle de firewalling, je puisse dire que le service en question, c'est mon FTP alternatif. Okay. Alors, bien souvent, on a besoin des objets et on est déjà en train de créer la règle. Là, j'avais pensé à créer l'objet de type FTP, enfin service, avant de créer la règle, mais bien souvent, je me retrouve devant ma règle à créer et puis j'ai oublié de créer l'objet. Alors, la plupart du temps, quand c'est le cas, il est toujours possible de créer l'objet à la volée. Imaginez que ce ne soit pas du FTP, mais un serveur mail. Je vais pouvoir créer un serveur mail autre chose, qui écoute sur autre chose que le port TCP 110 pour faire du POP. Eh bien, je vais créer un nouveau service, POP numéro 2. Je vais le créer à la volée, sans quitter ma fenêtre derrière de création de ma règle de firewall. Et je vais créer le port 1110.
10 110, pardon. De ce fait, automatiquement, le service POP en question, il est déjà existant dans ma liste déroulante et je peux maintenant créer ma règle sans avoir à quitter ma règle de firewall, créer mon service et revenir ensuite dans la création de ma règle de firewall. Autre exemple, alors n'hésitez pas à grouper les services, grouper les utilisateurs, grouper les adresses. Dès que vous le pouvez, vous pouvez les grouper. Il y a toujours un onglet groupe dans le type d'objet correspondant. Je vous donne un autre exemple, les planifications, les schedules. Alors là, vous pouvez créer des schedules de type one time. Des schedules de type one time sont bornés dans le temps entre une date de début et une date de fin. Donc, par exemple, vous voulez qu'une règle de firewall s'applique pendant vos congés. Vous pouvez définir que mes congés commencent le 15 juillet, finissent le 15 août, et que la règle de firewall s'applique uniquement pendant cette période de temps. Vous pouvez également créer des schedules recurring, où cette fois-ci, il n'y a plus de la notion de date de début, date de fin. Ce sont des heures de début et de fin qui s'appliquent sur des jours que vous allez pouvoir choisir. Par exemple, je vais créer un schedule qui correspond aux heures du matin. Le matin va commencer vers 8h30, va se terminer vers midi et quart, uniquement les jours ouvrés de la semaine. Et puis, je crée un autre schedule qui s'appellera les heures de l'après-midi, qui va commencer à 14h et qui se terminera à 18h30, toujours pendant les jours ouvrés de la semaine. Je dispose maintenant de deux objets faisant référence au matin et à l'après-midi. Alors, si par exemple, je voulais qu'une règle de firewall s'applique pendant les heures ouvrées, c'est-à-dire le matin ou l'après-midi, sans la pause déjeuner, il me suffirait simplement de créer un schedule que je vais appeler heure ouvrée et qui va contenir et le matin et l'après-midi. Ma règle de firewall va maintenant pouvoir s'appliquer pendant les heures ouvrées des jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi. Ça m'évite de faire deux règles, une pour le matin, une pour l'après-midi. Alors, il y a quelques restrictions quant aux objets, et en particulier quant au nommage des objets. Vous ne pouvez pas créer d'objet qui contient un accent. Vous ne pouvez pas créer d'objet qui contient un espace. Vous ne pouvez pas créer d'objet qui commence par un chiffre, alors que vous pouvez créer un objet qui contient un chiffre. Alors, ça ne commence pas par un chiffre, mais ça peut contenir un chiffre. Voilà les quelques restrictions. Pas de caractère ésotérique, rien d'autre que de l'alphanumérique dans le nommage de l'objet. Forcez-vous à utiliser une convention de nommage. Il faut que les choses soient claires pour vous maintenant, pour vous plus tard, mais également pour vos collègues, vos collaborateurs qui seraient amenés à intervenir également sur la configuration de l'équipement. De manière à ce qu'ils ne passent pas plus de temps à retrouver la valeur de l'objet qu'à comprendre ce que vous avez voulu faire en nommant l'objet. Donc, il est vraiment important de s'inventer une convention de nommage, avoir des noms qui sont clairs en termes de compréhension. Il n'est pas possible de supprimer un objet qui est en cours d'utilisation. Vous avez une erreur pour ça. Je vous donne un exemple. Je vais aller chercher par exemple les adresses. Je vais vouloir supprimer cela. Et automatiquement, l'interface me dit que non, ce n'est pas possible. L'objet est en cours d'utilisation, je ne pourrai pas le supprimer. Un objet qui n'est utilisé nulle part, aucun problème. Je peux le supprimer sans aucun souci. Alors, pour savoir si un objet est utilisé ou non, il suffit simplement de jeter un œil dans la colonne référence à droite. Si la valeur est à autre chose que 0, c'est que l'objet est utilisé. Et la valeur en question indique le nombre de fois que l'objet est utilisé quelque part. Pour savoir où est-ce que l'objet est utilisé, je sélectionne et je clique sur référence. Ça m'indiquera ici, par exemple, que l'objet qui s'appelle RFC 1918.1 est utilisé dans l'écran de configuration lié au DNS. Je peux cliquer dessus pour accéder directement à cet écran de configuration pour changer la règle, pour supprimer la référence à l'objet, pour pouvoir ensuite supprimer l'objet si vraiment j'ai besoin que ma configuration soit épurée de l'existence de cet objet. Voilà. Avant de terminer, un rapide coup d'œil à la notion d'heure et de date, puisque ça fait partie des éléments indispensables quant à la configuration de notre produit. Même si l'assistant d'installation vous permet de configurer automatiquement la date et l'heure, si jamais vous devez le changer, dans configuration système date and time, vous avez ici la possibilité de venir
Modifier cette configuration. Alors, tout est réglé automatiquement par défaut. D'abord parce que l'assistant est là, ensuite parce que le produit est enregistré. Donc, j'ai un certain nombre de choses qui remontent automatiquement. Et entre autres, automatiquement, le boîtier, le routeur va se mettre à l'heure grâce à un serveur NTP. Automatiquement, le boîtier scelle à quel fuseau horaire il appartient grâce à l'IP avec lequel il s'est présenté au portail MySQL. Donc, nous, on a pu ainsi l'informer du décalage horaire dont il devait subir par rapport au fuseau, au créneau de Greenwich, et puis également par rapport aux restrictions nationales en vigueur dans certains pays, vous avez la possibilité de faire remonter automatiquement les décalages heure d'été et heure d'hiver. Bien évidemment, tous ces réglages automatiques sont débrayables et vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier vous-même le réglage de l'heure et de la date. Voilà. Alors, j'ai fini avec ce module d'introduction. J'espère que tout cela aurait été clair pour vous. N'hésitez pas à le revoir s'il y a des choses sur lesquelles on sera allé un peu vite. Et puis, j'espère maintenant vous voir rapidement dans les modules traditionnels en présentiel dans nos salles. Merci à vous.